première séquence, elle est autour du son. Et donc, je demande à Boris Jolivet et à Damien Derville de venir me rejoindre. Donc, Boris Jolivet est acousticien, bioacousticien. Il enregistre des sons. Et Damien est ethnologue, on peut dire ça comme ça? Anthropologue, ouais. Anthropologue. Et donc, dans un dialogue, ils vont nous présenter comment on peut vivre avec le sauvage. Allez, je vous laisse. Vous avez 20 minutes. Merci. Merci beaucoup, merci Hervé. Oui, très rapidement, en fait, l'ethnographie, j'en ai pas vraiment fait, ça demande de vivre très longtemps avec les sociétés qu'on étudie. Moi, je fais plutôt de l'anthropologie théorique, en fait. Donc, voilà. Donc, oui, moi, je suis très heureux de faire ça avec toi, Boris. Tes travaux m'ont énormément inspiré. On va les présenter un petit peu plus tard. Mais j'ai la lourde charge d'introduire tout ce que tu fais. C'est tellement riche que ce n'est pas facile. Mais peut-être que j'avais envie de commencer un constat que m'évoquent tes travaux. C'est que moi, je suis un enfant des années 90, au fond, et je crois que les années 90 ont vraiment été marquées par l'uniformité des mondes. C'est-à-dire que, paradoxalement, on a été la génération la plus connectée à la diversité, par la capacité à voyager, par la capacité à se connecter avec l'autre, et je crois qu'on a été celle qui a vu la diversité se détruire avec la plus grande vitesse, qu'elle soit culturelle ou naturelle, d'ailleurs. Et une question qui en émane, une hypothèse à la fois scientifique et politique, je crois qui en émane, c'est de se dire, est-ce que finalement, toutes les crises sociales et environnementales qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas liées à une crise de l'un, L', c'est-à-dire à force de penser l'unité des territoires, de la démocratie, des façons d'être en lien, des façons de penser, est-ce qu'on n'a pas laissé énormément de gens sur le bas-côté, énormément de catégories humaines, de populations humaines, et puis bien sûr tous les non-humains, toute la nature d'un autre côté. Et du coup, il y aurait une vraie question à remettre la diversité au cœur de nos vies, à la recomprendre, bref, à ramener la relation, finalement, au cœur de nos manières de faire territoire. Alors la relation, c'est pas, pour répondre un peu aux propos de Joël Zac, pas forcément, effectivement, tout le temps se mélanger, mais en tout cas, c'est de savoir que ce qu'on fait a des actions sur la vie des autres, et vice-versa, et qu'il faut penser un petit peu nos interdépendances. Il y a 3 clés, peut-être, que m'évoque cette interdépendance qu'on pourrait questionner un peu à travers tes travaux, Boris, et questionner de manière générale dans nos manières de faire territoire et politique. La première, c'est la vulnérabilité. Je crois que c'est quelque chose qui nous lie au non-humain. On a tous les deux cette même situation de vulnérabilité, et que pour lutter contre cette vulnérabilité, on a besoin d'être en lien avec l'autre. J'aime beaucoup les propos de la philosophe Corinne Pelluchon qui dit ça. Elle dit que vivre, c'est nécessairement vivre par les autres. L'oxygène que nous donnent les arbres pour respirer, les bactéries de notre corps qui nous aident à digérer, tous les gens qu'on rencontre pour évoluer. C'est vivre avec, dans le sens où, à partir du moment où on est des êtres relationnels, ce qu'on fait influence les autres et vice-versa. Donc il y a une forme de réciprocité à penser. Et puis c'est vivre pour, dans le sens où voilà, on a plusieurs existences dans la nôtre et il faut en prendre soin quelque part. Réfléchir à cette vulnérabilité, ça amène quelque chose qui est très présent, je crois, dans tes sons, Boris, c'est la rencontre. En fait, comment on peut rencontrer l'autre sans forcément se mettre en danger. Comment on peut aussi rencontrer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est-à-dire essayer vraiment de comprendre l'autre pour ce qu'il incarne dans son altérité et non le ramener toujours à notre zone de confort, c'est-à-dire à ce qu'on connaît. Je pense que c'est vraiment voilà, mettre les gens, mettre les individus, humains comme non humains, dans des catégories qui participent vraiment à les détruire, quelque part. Et enfin, quand on a dit relation, on a un peu tout et rien dit parce que la domination, la prédation, c'est également des formes de relation. Et du coup, je pense que ça devient intéressant de penser la relation à la lumière de la justice, en fait, pour que la relation soit émancipatrice pour les deux parties prenantes, humains comme non humains, quelque part. Et c'est là peut-être qu'interviennent un peu tes travaux de questionner un peu ces 3 grands piliers de la relation, Maurice. Alors pour te présenter en quelques mots, tu me diras si je fais des oublis, mais tu es connu pour les sons que tu prends à travers le monde, notamment des sons de nature. Tu vas aller chercher autant des scènes globales, en fait des ambiances, que des sons ultra intimes que l'oreille humaine ne sait pas entendre. Et tu essayes de faire comprendre tout ça au plus grand nombre. Et de ça, tu en fais des compositions sonores, des expositions artistiques, des spectacles, etc. Donc je te laisse la parole maintenant, Boris, pour présenter un peu les sons que tu voulais nous présenter aujourd'hui. On va vous les faire écouter. Ce qu'on vous proposera après l'écoute, c'est que vous réagissiez sur ces sons. Je vais vous poser quelques questions et vous me direz si vous étiez plutôt à l'aise, un peu moins à l'aise. Et puis ensuite, avec Boris, on reviendra sur ça pour questionner un peu qu'est-ce qu'on peut en apprendre
de ces sons. Merci Damien. Bon, on attaque tout de suite. Je vous demanderai quand même de vous couper du numérique pendant ces 15 minutes qui suivent, si c'est possible. Merci. Et pour cette première séquence, j'ai préparé pour l'occasion, donc puisqu'on évoquait aussi notre rapport à la nature et cette peur de la nature, une séquence sur la nuit dans la nature. Donc là, j'ai préparé une séquence, c'est un montage à partir de sons que j'ai captés la nuit. Et volontairement, j'ai choisi des sons justement qui évoquent un petit peu, qui éveillent en tout cas ces fantasmes et beaucoup notre imaginaire sur la peur la nuit. Des craquements, des pas, des cris. Voilà, c'est un petit peu dense. Ça dure 1 minute 30, mais tous ces sons, je les ai captés en forêt, en France essentiellement, là, pour cette séquence. Et à vous d'en juger. Donc je vais vous demander de vous imaginer allongé, en bivouac, en nocturne, la nuit. Je vous invite vraiment à fermer les yeux pour ces moments. Ça, à chaque fois, ça va durer 1 minute 30, 2 minutes. C'est assez rapide. Mais pour le vivre, le ressentir, je vous invite vivement à fermer les yeux. Donc c'est parti pour la nuit dans la nature. Merci. Merci pour votre écoute. Bon, je vous rassure, les nuits dans la nature, ça ne passe pas ça tout le temps. Hein. Voilà. Mais il y a beaucoup de bruit comme ça, et là, tous ces bruits que vous venez d'entendre sont absolument sans danger, bien sûr, pratiquement tous identifiés. Voilà. Mais il se passe quand même pas mal de choses, surtout quand on ne bouge plus. Moi, c'est mon travail, donc de me faire oublier, de m'immerger dans cette nature, de me faire oublier, et forcément, il se passe des choses assez proches de moi et de mes micros. Voilà. Et justement, la deuxième séquence que je vous propose, que je vous invite à écouter, je vous embarque là dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. J'ai travaillé sur les 2 films La Vallée des Loups et Marche avec les loups. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu au cinéma. Et donc là, j'ai passé 12 jours dans une petite clairière sur le territoire des loups, en altitude, en espérant enregistrer les loups. J'ai fini par les avoir. Voilà. Mais une nuit, j'ai entendu un souffle au loin. J'ai tendu l'oreille. Ce souffle s'est rapproché. Donc là, moi, quand c'est comme ça, je dors à la belle. Hein. C'est en été, donc il fait bon. Donc j'ai pas de tente, je suis juste dans mon duvet. Mes micros sont prêts. Voilà, donc j'entends ces 2 souffles. Je lance l'enregistrement. Fermez les yeux, hein, s'il vous plaît.
Voilà, donc j'ai bien fait de lancer mes micros et de ne plus bouger, car l'animal, en fait, m'avait capté par l'odeur, sûrement. Et voilà, un moment de coexistence intéressant. Donc c'était un sanglier, hein, et qui m'a senti sur son parcours, qui était inquiet, autant que moi, et du coup qui s'est approché, il a tourné autour de moi, j'ai pas bougé, il était à peu près à 3-4 mètres, vous avez entendu souffler, grogner, il est reparti tranquillement. Voilà. Et donc une dernière séquence, la troisième, un petit peu plus longue, 2 minutes, hein, je vous rassure, c'est pas très long. Là, je vous emmène au Cameroun, à la frontière avec le Tchad, au nord Cameroun. C'était une rencontre vraiment pour moi en tant que bioacousticien assez exceptionnelle. Vous allez entendre toute cette richesse déjà dans la savane, la nuit, tous ces insectes, ces batraciens, ce concert, je dirais. Et puis surtout une belle rencontre avec des éléphants, un groupe d'éléphants donc, qui était à peu près une vingtaine de mètres, toujours pareil, je suis en bivouac. Je précise que l'éléphant, c'est un des animaux les plus dangereux finalement. Mais là, il y avait une rivière qui nous séparait, une rivière à sec, mais ça me permettait de voir quand même s'ils allaient s'approcher ou pas. Voilà, ils sont restés à une vingtaine de mètres, vous allez entendre la proximité, ils arrachent de l'herbe, ils tapent, c'est ça ce qu'on va entendre. Et puis j'ai eu des sons assez étonnants, des grondements, des grognements. Voilà, tous les sons, il n'y a pas de félin, hein. Tous les sons que vous allez entendre, les grognements, les grondements sont produits par les éléphants. Et puis juste avant d'écouter cette séquence, c'est important de préciser qu'il y avait, à cette époque, c'était en 2011, 500 éléphants sur ce territoire, et ils ont tous été abattus en 2013-2014. Il n'y en a plus. Je vous invite toujours à fermer les yeux. C'est parti. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Boris. Peut-être un petit temps d'échange avec vous très rapidement. Je vais vous poser 3 questions. On fait en levant la main si ça ne vous dérange pas. Qui a ressenti en écoutant ces sons de l'incompréhension, de ne plus savoir finalement ce qui était autour de nous, autour de soi? Ok, pas mal. Qui a ressenti de la peur? Parfois c'est lié, incompréhension et peur. Ok. Qui a ressenti autre chose? Beaucoup de mains qui se lèvent. On va prendre peut-être... Est-ce que... Ouais, peut-être 3-4 exemples en 2 mots, hein, sur lesquels Boris et moi on pourra éventuellement rebondir. Je sais pas, dans cette partie de la salle par exemple? La beauté de la vie. La beauté de la vie, ouais. Proximité, de la proximité, d'accord. Au fond là-bas, ouais. Des frissons et de la connexion aux êtres vivants.
La connexion, d'accord, et des frissons. Ouais, Dorothée, je crois. La puissance, ok. Et dans ce côté de la salle? Oui, pardon. La tristesse pour les éléphants. La tristesse pour les éléphants, bah ça on y reviendra. Parce que j'ai raconté l'histoire. Ouais. Alors justement, moi, tout ça m'avait évoqué deux grandes questions, Boris, qui rejoignent en fait les mots qu'ont mis la salle sur ça. La première, c'est que dans tous les sons que tu as pris, tu as été mis finalement en situation de vulnérabilité. Et ça rejoint un peu les propos d'un auteur que j'aime beaucoup, qui a été très influent pour moi, qui est Nicolas Bouvier, qui explique ça en fait. Il dit que quand on voyage, on se met intrinsèquement en position de vulnérabilité. Et ça entraîne deux choses, selon Nicolas Bouvier. Déjà, effectivement, de la peur et de l'incompréhension, mais aussi une capacité à ouvrir ses sens et à comprendre beaucoup plus la diversité qui nous entoure. Et je pense que tu incarnes ça un petit peu dans tes sons, Boris, c'est-à-dire que à toi de nous dire, est-ce que tu as eu peur dans ces situations-là? Et pourtant, malgré la peur, tu as le réflexe d'enregistrer. Tu as le réflexe de t'ouvrir à l'altérité et d'essayer de comprendre en fait ce qui t'entoure. Comment tu passes de la peur à l'ouverture, au fait de pouvoir quand même co-créer dans une situation de peur? Et ça me permet de déboucher sur la deuxième partie de la question. Ça me fait penser, bien sûr, aux propos du regretté François Terrasson, qui a essayé d'expliquer les tenants de la peur de la nature, mais qui essayait aussi, auprès de ses étudiants, de la dépasser. Et il mettait ses étudiants en situation, quoi. Il les emmenait à Fontainebleau à 3h du matin sans lampe torche, et leur disait, là, qu'est-ce que vous ressentez? Essayez de mettre des mots sur tout ça. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième partie de cette première question, c'est est-ce que finalement, dans la peur, il n'y a pas de l'incompréhension, et il ne s'agirait pas de mieux comprendre la différence pour peut-être pouvoir mieux la valoriser, mieux la protéger éventuellement, si on prend le cas des éléphants. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, dans mes voyages en tant que géographe, en tant qu'anthropologue, c'est que pendant longtemps, la diversité que je projetais ailleurs, en fait, à l'autre bout du monde, a été également présente chez moi, en fait, dans mon propre jardin. Mais j'arrivais pas à la voir, vu que j'avais pas les outils intellectuels, conceptuels, l'éducation, en fait, adaptée pour pouvoir la comprendre, cette diversité. Et du coup, comment toi, tu verrais une éducation demain qui pourrait nous ouvrir davantage à la diversité qui nous entoure, en l'occurrence des autres êtres vivants? Donc la première question, c'est comment réagir face à la peur. Comment tu réussis à dépasser ta peur dans ces situations-là? Et du coup, quels seront les outils pédagogiques qu'on peut enseigner associés à ça? Mais pour moi, c'est lié à la dernière question sur notre rapport à la diversité, à la biodiversité. C'est que moi, je suis passionné par la nature depuis gamin. Donc j'ai grandi dans cet environnement, dans la nature. J'ai aimé ça très tôt. J'ai été intéressé, attiré par ça. Et donc j'y suis allé, tout simplement. Voilà. J'allais autour de chez moi, dans la campagne, dans la forêt, observer, écouter. Donc j'ai acquis une expérience, appris à reconnaître des choses, des sons, notamment, bien sûr. Le son est très important quand on est dans la nature, puisqu'on entend beaucoup plus de choses qu'on n'en voit. Tous les naturalistes ont l'oreille grande ouverte, mais je pense comme nos ancêtres qui vivaient dans la nature, on est sur le qui-vive, le moindre bruit, notamment la nuit, hein, cette séquence que je vous ai préparée, un petit craquement de branche, ça peut être une souris, comme un lion, voilà, donc comment l'identifier, etc. Et tout ça, voilà, j'ai appris finalement, surtout, qu'il y a très peu de danger dans la nature, en fonction, bien sûr, de notre approche. Le respect de l'autre, donc le respect du milieu, le respect du lieu dans lequel on va. On n'est pas chez nous, on est chez eux, mais c'est relié à notre civilisation aussi, à ce que disait tout à l'heure Joël, je trouve. Voilà, comment on s'inclut dans ce milieu. Voilà, et moi, c'est vraiment cette approche que j'ai appris, qui est très simple. C'est je ne suis pas chez moi, je vais essayer de me faire oublier, de me faire petit, de me faire discret. Ce sanglier, quand il approche, bien sûr, j'ai le palpitant qui accélère, je me demande quand même ce qu'il me veut, mais au fond de moi, je sais que normalement, il ne me veut pas de mal. Il n'y a pas de raison. Donc je ne bouge pas, il m'a senti, c'est l'odeur, et c'est ce qui s'est passé, il est venu me sentir, il m'a identifié, il a vu que je n'étais pas une menace, il est reparti, voilà. Toutes les histoires, en France en tout cas, de personnes agressées par des sangliers, par exemple, ce sont des personnes qui ont été agressives. Voilà. Et quand tu as été confronté, alors là on l'a pas choisi finalement dans les extraits, mais quand tu as été confronté à des animaux jugés plus dangereux que le sanglier, je pense notamment à un son de panthère que tu m'avais fait écouter, comment là tu as réagi par rapport à ta peur? Peut-être expliquer le contexte pour l'auditoire qui n'a pas pu écouter ce son, mais... C'est un petit peu la même histoire, c'est que j'entends, là je suis en bivouac au nord Cameroun, où
vous avez pu entendre tout à l'heure les éléphants, et j'ai entendu donc cette panthère au loin. Alors là, c'est très rare à entendre la panthère. Donc j'espérais pouvoir l'enregistrer. Donc là, je bougeais, j'ai pu bouger. J'ai lancé mon enregistrement, il faut qu'on se dépêche. Et elle s'est approchée, j'ai pu la voir. Pour faire très vite, il y a aussi beaucoup d'imaginaire et de fantasmes sur la nature. On parle du lion, de la panthère comme prédateurs, comme animaux dangereux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éléphant est bien plus dangereux. La panthère et le lion, finalement, on ne les intéresse que très peu et ils vont plutôt nous éviter. L'éléphant est dangereux puisque lui, il va protéger son clan. Il voit très mal. Donc s'il nous sent, bon, en plus avec ce qu'on lui fait actuellement, voilà, il se sent menacé, donc là, il peut être agressif. J'essaie d'aller très vite. Non, c'est très bien, Maurice. Bon, en fait, ce qui ressort un peu de tes présences, c'est mieux connaître l'autre, peut-être pour pouvoir mieux coexister avec, quoi. Peut-être qu'on peut passer au dernier son, au son conclusif, qui là nous emmène vraiment dans les sons de l'intime, pour nous faire aussi découvrir cette diversité qui nous entoure, mais qu'on n'arrive pas à entendre à l'œil nu, quoi. À l'oreille nue. Un son effrayant pour le dernier. Non, je plaisante. Par contre, c'est une découverte. Voilà, j'ai enregistré en France des araignées. Je les ai repérées parce qu'elles font des percussions avec leur abdomen. Et j'ai passé beaucoup de temps du coup pour les capter, de toutes petites araignées qui vivent au sol. Donc vous allez entendre dans cette séquence des percussions d'araignées, comme ça, et des stridulations, donc des cris. C'est une araignée loup, donc je vous fais écouter les percussions et le cri de l'araignée loup. Et ça, c'est un pouillot véloce. Voilà, c'était très court. Merci.